fois-ci va concerner les écoulements en milieu poreux. Lors de la précédente séance, nous avons donc étudié les écoulements à surface libre. En particulier, nous avons dérivé les équations de Saint-Venant à partir des équations de Navier-Stokes en prenant en compte un certain nombre de conditions limites permettant de faire le couplage entre les écoulements en milieu poreux et les écoulements à surface libre. Donc l'objectif de ce cours, ça va être dans un premier temps de dériver la loi de Darcy, ou du moins de donner quelques éléments clés permettant d'obtenir la dérivation de cette loi, qui sert de base à la dérivation des équations de Richards. Les équations de Richards donc, permettent de modéliser les écoulements variablement saturés dans un milieu poreux, et un des avantages principaux des équations de Richards, c'est de pouvoir traiter à la fois les zones saturées et les zones non saturées. Bien que la phase d'air ne soit pas prise en compte, les équations de Richards permettent de modéliser donc l'effet de la gravité et de la capillarité, permettant ainsi de modéliser un certain nombre de phénomènes complexes à différentes échelles. Les équations de Richards, comme nous le verrons, ce sont des équations non linéaires paraboliques qui peuvent dégénérer en une équation, qui peuvent se transformer en équations elliptiques dans le cadre de régimes saturés, et voir qu'il y a c'est des équations non linéaires qui ont énormément de difficultés et qui aujourd'hui, beaucoup de travaux théoriques et numériques ont été réalisés. Donc les histoires de Richards commencent naturellement par la loi de Dorsey, qui a été formulée par une base d'expérience en 1856, puis généralisée aux écoulements multiphasiques par Buckingham. Les premières équations de Richards donc apparaissent aux alentours de 1922-1931, et les premiers essais numériques pour résoudre ce type d'équation remontent aux années 60. Et depuis, il y a eu un certain nombre de travaux un certain nombre de travaux qui ont été réalisés dans ce contexte-là, d'un point de vue théorique et numérique, dont en particulier donc 2 thèses qui ont été effectuées à l'Institut mathématique de l'Université de Toulouse. Alors pour ce faire, nous allons dans un premier temps faire quelques rappels ou appels génériques, définitions, donc ce que c'est qu'un milieu poreux. Ensuite, je donnerai donc quelques éléments clés donc de la réduction de modèle, ce qu'on appelle upscaling approach, et afin d'obtenir donc les équations de Richards. On donnera donc un certain nombre de propriétés hydrauliques. Donc comme on le verra, hein, comme pour la loi de friction lors de la première séance, il y a pas mal de lois empiriques dans ce contexte-là aussi. Et je donnerai quelques éléments par rapport aux conditions limites. Et je terminerai par donner quelques challenges numériques, quelques difficultés qui ont fait motiver plus d'un chercheur à vouloir résoudre ce type d'équation, avant de conclure et de présenter les perspectives des cours à venir. Alors un milieu poreux, c'est un milieu qui est donc constitué donc de grains, et à travers donc ces grains, donc on a des interstices, donc ce vide qui est comblé, qui peut être comblé par un fluide qui peut être liquide ou un gaz. Et la portion solide, c'est ce qu'on appelle la squelette du milieu poreux, ou la matrice poreuse, ou encore le squelette poreux. Donc la plupart en fait, quand on regarde la nature, qui est donc constituée de différents grains, matériaux, donc on peut considérer ça comme des milieux poreux. Il y a donc différentes applications possibles, à la fois en mécanique, en géosciences, donc la science granulaire, la mécanique granulaire, en biologie également, dans l'écoulement sanguin, ou plus généralement en ingénierie. Et donc les écoulements autour des milieux poreux est un sujet d'intérêt variable. La variable principale, c'est la porosité. C'est un nombre ou une fonction comprise entre 0 et 1 qui correspond en fait au volume des pores sur le volume total. Donc la porosité phi, elle peut être fixe dans le temps ou bien variable dans le temps. Par exemple, si on pense au milieu granulaire qu'on a sous terre lors d'un tremblement de terre, on va avoir un squelette poreux qui va être variable. Une autre quantité d'intérêt, c'est la saturation. Donc, ou encore, vous avez donc paramètres géométriques donc sur la tortuosité, ou encore la mouillabilité, ainsi que la perméabilité, hein, qui joue aussi un rôle fondamental dans la description du milieu poreux. Et puis bien entendu, la base même, c'est la granulométrie. Donc voici un petit tableau récapitulatif donc, de différents types de matériaux. Alors, dans un milieu poreux, on distingue globalement 3 zones, comme on peut le voir dans cette figure. Donc la première zone, c'est lorsque le vide est complètement rempli par un fluide.
c'est ce qu'on appelle une zone qui est donc saturée. La zone, à partir d'ici jusqu'en haut, vous avez une zone qui sera donc la zone dite non saturée. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la frange capillaire. Et la zone saturée est délimitée de la frange capillaire par ce qu'on appelle la water table, ou en français la nappe phréatique. Une structure multi-échelle avec des pores de taille différentes, avec des formes différentes qui résultent en différents types d'écoulements de régime. Mais principalement, on en considère deux. Donc si les pores sont suffisamment petits, on va considérer les forces de capillarité. Et si les pores sont suffisamment larges, on va donc principalement considérer les forces de gravité. Alors, quand on regarde les différents régimes hydrodynamiques existants, quand l'air est présent, donc l'eau qui est retenue est attachée au grain et son épaisseur autour des grains va dépendre de sa force moléculaire. Donc c'est ce qu'on appelle de l'eau hygroscopique. Donc c'est l'eau qui est en contact direct avec le grain, qui est souvent immobile et qui peut être retirée par évaporation, par ce genre de phénomène-là. Ensuite, vous avez donc l'eau qui est retenue, donc ce qu'on appelle le retained water. Donc c'est composé donc de l'eau hygroscopique et puis de l'eau pelliculaire. Elle ne se transfère même pas par pression hydrostatique. Donc l'eau capillaire, elle est sujet en fait aux tensions de surface entre l'air et l'eau. Elle peut être partiellement extraite grâce aux forces de gravité et elle est transmise par pression. L'eau gravitationnelle, elle est drainée donc en dehors, donc autour des grains. Elle se met en mouvement sous la force de l'action de gravité. Et l'eau qu'on appelle capillaire et gravitationnelle sont souvent en fait appelées comme eau libre. Et c'est elles qui principalement définissent le type d'écoulement lorsque le milieu est non saturé. Donc typiquement lorsqu'on est dans cette zone-là. Donc les régimes, on a donc le régime donc dit adsorbed. Donc c'est celui qu'on voit sur les différents régimes hydrodynamiques sont basiquement ici. Donc vous allez avoir en fait un remplissage des pores progressifs, donc vers le pendulaire, vers quelque chose qu'on va appeler funiculaire, vers le régime capillaire et vers le régime saturé. Donc pour pouvoir prendre en compte dans la modélisation une poche d'air piégé, il faut prendre en compte l'air, ce qui ne sera pas le cas dans les travaux qui ont permis de dériver les équations de Richard. Alors, les milieux poreux, comme j'ai dit, ce sont donc des échelles, elles ont donc une structure qui est donc globalement hétérogène, qui induit en fait une variabilité spatiale, donc des propriétés hydrauliques et des caractéristiques telles que la porosité, la perméabilité, etc. Donc ces microstructures, elles vont avoir une influence sur les échelles plus grandes. Simuler directement ces petites échelles sur des grilles très fines, ça coûte vraiment très cher en termes de calcul. Et de plus, d'un point de vue expérimental, pouvoir faire des mesures, etc., donc à ces échelles aussi fines, c'est pas possible, en gros. Bien que non, mon expériment, enfin, je fais pas de l'expérience, mais je reporte ce que certains collègues mécaniciens disent. Donc faire des échelles et des mesures pour pouvoir en déduire des lois et des lois de comportement à des échelles très fines dans les milieux poreux, c'est compliqué. Donc, ce qui est donc valable par contre, c'est donc faire de l'expérimentation à des échelles où les grains sont un peu plus gros ou à des échelles plus grandes, quoi. Et donc parmi ces techniques-là qui permettent donc d'un point de vue mathématique pour pouvoir décrire ces échelles fines, pour pouvoir en déduire un comportement global, donc on a donc les approches donc qu'on appelle upscaling. En gros, ce sont des moyennes. On fait des moyennes des patterns des échelles microscopiques et on peut les regrouper globalement en trois catégories. Donc on a vraiment la partie homogénéisation avec double échelle et gamma convergence. Donc là on a vraiment la rigueur mathématique qui est vraiment
très joli justement pour pouvoir prouver en beauté la dérivation des lois de type Darcy. Ensuite, on a des approches qui sont un peu plus physiciennes, mais sur lesquelles on n'a pas encore, en tout cas à ma connaissance, réussi à poser un formalisme mathématique rigoureux, mais pour lequel on peut néanmoins dériver de la loi de Darcy. Et ensuite, on a donc d'autres approches qui sont donc plus stochastiques. Donc, je vous inviterai à jeter un coup d'œil aux références représentant un milieu poreux non périodique et puis un autre ici périodique. Donc dans ces approches donc, de upscaling, on va devoir introduire un certain nombre de grandeurs caractéristiques. Donc ça j'y reviendrai ultérieurement. Mais globalement on va introduire donc deux grandeurs. Donc L qui correspond à la largeur caractéristique du milieu poreux. Et donc là ce qu'on voit la petite boule, c'est une espèce de loop qu'on va donc passer tout au long du milieu poreux. Et ça va me définir une largeur, enfin un diamètre caractéristique que je vais noter petit l dans la suite. Donc voilà globalement à quoi correspondrait l'approche donc qu'on appelle volume averaging technique, donc rêve, aussi on appelle ça aussi rêve, on verra ça après, et l'approche homogénéisation. On répète finalement un schéma, un motif de manière périodique. Alors l'objectif que nous on essaye, en tout cas, c'est encore des travaux qui sont en cours, c'est d'utiliser donc la méthode donc de moyennisation. Donc la méthode de moyennisation pour pouvoir obtenir justement la fameuse loi de Darcy qu'on a déjà vue lors de la première séance pour la dérivation des équations de Saint-Benoît, où Q correspond à la vitesse de fluide, mu est la viscosité, K c'est le tenseur de conductivité hydraulique, qu'on peut relier aussi à la perméabilité, et P c'est la pression. Et donc on peut définir, suivant le type d'écoulement, la vitesse en ordonnée, le gradient de pression en abscisse, que dans la zone donc dite laminaire, on a donc une zone qu'on va appeler la zone de Darcy. Et au-delà de cette zone, on va rentrer dans des écoulements qui sont un peu plus turbulents. On va se retrouver avec des lois de type Darcy-Forchheimer. Alors, la méthode de moyennisation, donc REV, Volume Averaging Method, REV pour Representative Elementary Volume. L'idée, c'est donc de faire parcourir, alors ça peut être une forme géométrique quelconque qu'on se donne, hein, ici c'est un carré. Plus tard, on travaillera avec des boules. Donc l'idée, c'est donc de faire parcourir ce petit motif dans tout le milieu poreux, hétérogène. Et l'idée, c'est justement de faire des moyennes sur chacun de ces rêves. Ces rêves, ce sont des formes géométriques avec un volume fixe, des constantes géométriques qui sont fixes, qui ne bougent pas, qui ne varient pas. Et donc l'idée, c'est que si cette boule, que j'appellerai dans la suite le petit carré en pointillé rouge, si elle est prise trop petite, lorsqu'on parcourt le long du domaine, on va faire apparaître des fluctuations qui ne sont pas bonnes pour la moyennisation. Et en fait, on va donc définir du coup la taille de ces boules de telle sorte que les fluctuations soient les plus petites possibles pour atteindre la zone qu'on appelle la zone rêve. C'est une zone qui est donc difficile à obtenir dans un cas pratique, enfin ça se fait, hein, dans certains cas relativement simples, dans le cas de milieux très hétérogènes, c'est très difficile à obtenir. Alors pour ce faire, on va donc introduire donc l'indice F et S pour fluide et S pour solide. On va supposer que le rayon donc de notre rêve, donc nous on va choisir une boule de centre X et de rayon R0. On va supposer que le rayon R0 est compris entre petit l et grand L. L c'est la largeur caractéristique. Et ici, contrairement à ce que j'ai dit au début, pardon, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Donc L, c'est ce qui correspond au paramètre mu qu'il y avait dans le slide précédent. Donc L ici va désigner en fait la distance minimale entre deux squelettes solides. Et donc, on va donc faire parcourir
donc cette boule-là dans notre milieu de manière à tomber sur cette zone rêve. La phase solide, tantôt la phase fluide. Au sein d'une boule rêve, on va avoir du fluide et du solide. Le fluide, on va l'associer à une boule de rayon R fluide, RF, et le solide, on va l'associer à une boule de rayon RS. Ainsi, on peut définir la porosité phi comme étant le rayon du fluide au cube sur R0 au cube au sein d'un rêve. Lorsque L est petit devant R0, on dit que le milieu était désordonné. Donc généralement, c'est les techniques de type rêve qu'on va appliquer, c'est celle que je vais essayer de vous présenter ici. Et lorsque le L est proche de R0, on a donc des milieux qui sont ordonnés, c'est les techniques d'homogénéisation. Et là, je vous renvoie vers la référence de Greco-Haller. On définit ensuite une fonction indicatrice, donc fluide, ici un F. Et on va définir donc la moyenne des phases sur le rêve et la moyenne au sens classique du fluide à l'intérieur du rêve. Dès lors, la moyenne des phases s'exprime comme étant la porosité fois la moyenne classique. Et si on prend la moyenne des phases de la fonction indicatrice, c'est-à-dire du fluide, on retombe exactement sur la porosité. Alors, nous, on va donc s'intéresser au cas d'un milieu donc désordonné, c'est-à-dire lorsque petit l est très petit devant R0 et très petit devant la longueur caractéristique. Et dans toute la suite, on va ne plus écrire les indices F pour éviter d'alourdir les notations. Alors, le rayon fluide, donc lui, par définition, il sera inférieur ou égal à R0. On va définir une petite quantité epsilon L, c'est le epsilon qu'on a utilisé dans la première leçon, qu'on introduit encore ici. Ici, c'est pas le rapport d'aspect, mais presque. Donc c'est petit l sur grand L. Et on va supposer que lui est très petit devant une certaine quantité qui s'appelle epsilon 0. Epsilon R0, c'est epsilon 0, pardon, c'est R0 sur grand L, qu'on va supposer très petit devant 1. Et on va définir une autre quantité, une fonction epsilon de x, qui va être fonction de R sur L, où R correspond au volume de la boule fluide au sein d'un rêve. On va donc ensuite utiliser massivement donc le Spatial Averaging Theorem, qui dit que la moyenne des phases, c'est la moyenne classique, plus 1 sur R0 au cube, fois l'intégrale sur sigma, où sigma correspond à la surface de la boule fluide. De la boule fluide. Alors, en supposant que les forces d'inertie sont petites devant les forces visqueuses, on peut considérer les équations de Navier-Stokes, c'est-à-dire qu'on supprime tout ce qui est en fait dTu grade U, et on se retrouve avec les équations donc de Stokes. Donc les équations de départ, ce sont celles-ci, et c'est sur celles-ci qu'on va essayer d'appliquer donc le théorème de la moyenne spatiale, et en déduire un lien entre la vitesse moyenne, U, pour pouvoir l'exprimer en fonction du gradient de pression, pour pouvoir obtenir les équations de la loi de Darcy. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc on va donc faire une moyenne terme à terme, donc le gradient de pression, le Laplacien et la gravité. Donc le gradient de pression, quand j'applique le lemme spatial, la moyenne spatiale, ça va me donner phi fois le gradient de la moyenne P bar, plus la moyenne de P fois le gradient de phi, plus le terme sur le bord. De la même façon, on va avoir les termes visqueux. C'est exactement donc la même formule. On applique cette fois-ci à moins mu Laplacien U. Et ensuite, on a le terme de gravité qui, lui, sa moyenne des phases va me donner tout simplement moins ρg fois la porosité. Ensuite, on va utiliser donc la décomposition de degrés. C'est partiellement ce qu'on avait déjà fait lors de la première leçon, où on avait dit en gros que la vitesse du fluide de Saint-Venant, c'était une vitesse moyenne plus une perturbation. Donc la perturbation, c'est ce qui correspond aux oscillations, et la vitesse moyenne, c'est la moyenne. Et donc là, on va utiliser donc la décomposition de degrés sur nos variables P et U. On va donc réexprimer chacun de ces termes-là. Donc en gros, on va éclater le terme de surface en P bar et en P tilde. Et de même pour le terme visqueux, alors que le terme de gravité, lui,
bien entendu, ne change pas. Ensuite, on va donc définir des nombres sans dimension et on va adimensionner, comme on l'a fait dans le cas précédent. Donc, on va introduire le nombre de Reynolds, le nombre de Mach et le nombre de Froude, comme on l'a déjà fait auparavant. On va donc définir les variables sans dimension qu'on va noter grand X égale U bar étoile ou X égale P bar étoile. Donc là, on va mettre des étoiles pour des variables sans dimension. En fait, à chaque fois qu'on aura une étoile, ça sera sans dimension. On va dimensionner le X par X sur la grandeur de milieu poreux, la longueur caractéristique grand L. Et on va donc définir V, d'autres quantités V, qui est donc le rapport entre la grandeur caractéristique des oscillations sur la grandeur caractéristique de la vitesse moyenne. Et on fait la même chose pour les termes de pression. Et enfin, on va définir une certaine quantité état, qui est donc la quantité S2 sur R0 carré. S2, je rappelle, c'est quand je prenais une règle, j'avais dit qu'il y avait du fluide et du solide, et on avait dit celui qui conserve la surface. Donc il existe un R qui conserve la surface fluide. Donc c'est la boule associée qui permet de conserver la surface du fluide. Donc c'est S. Ce S, c'est lui. Donc ça me donne du coup comme ratio S2 sur R0 carré. On va donc multiplier donc les équations précédentes par L sur ρ U var carré. On va enlever tout ce qui est donc les indices étoiles donc pour désigner sans dimension, pour finalement obtenir donc les équations suivantes. Donc le terme de pression, il va nous faire apparaître 1 sur Mach au carré. Ici je l'ai désigné en rouge, celui-ci aussi on verra après pourquoi. Et donc on se retrouve avec cette nouvelle formulation là. Pour le terme visqueux, on se retrouve avec un terme qui correspond à ce qu'on appelle donc la correction de Brinkmann. Donc ça, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil, c'est quelque chose d'assez délicat à obtenir dans le contexte d'un rêve. Là, c'est ce qu'on arrive à réécrire. Et ensuite, nous avons donc d'autres termes non locaux et puis encore un terme en rouge qui lui va avoir son influence. Et au niveau du terme de gravité, on se retrouve avec moins 1 sur φ au carré fois phi. Et donc le terme rouge ici, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, c'est ces termes-là mis bout à bout qui nous permettent d'obtenir la loi de Darcy. Donc ça, c'est un travail qui est encore en cours. C'est un problème qui n'a pas encore été traité ou du moins réécrit sous cette forme-là, sous forme donc d'analyse asymptotique. Donc c'est un travail délicat. Et si vous voulez donc jeter un coup d'œil à ce travail-là, c'est dans les travaux de thèse de Jean-Baptiste Clément, qui a fait sa thèse entre 2018-2021 à l'Université de Toulouse. Bien, on va passer maintenant à la dérivation des équations de Richards. Alors, on va appliquer les lois de conservation. On a donc, supposant qu'on a deux phases, alors on va supposer que grand X, cette fois-ci, c'est soit l'air, soit l'eau. Donc là, on est dans le milieu. On considère uniquement la phase fluide, qui est donc soit de l'air, soit de l'eau. Et on a donc conservation de la masse. Donc on va avoir dt de ρ fois phi fois s, plus la divergence de ρ fois q, égale à 0, où q, justement, c'est celui qui sera donné par la loi de Darcy. C'est celle qui, théoriquement, je l'espère, pourra être obtenue à partir de ces calculs-là. Alors, ρx, donc c'est la densité, donc phi, ça ne change pas, c'est la porosité, S, c'est la saturation, Q, c'est la vitesse de Darcy, mu, c'est la viscosité dynamique, P, donc Px ici, c'est la pression, T, c'est ce qui correspond au temps, X, c'est ce qui va concerner la variable spatiale, Z, ça va être la variable verticale, donc d'élévation, hein, suivant le vecteur canonique E3, et G, c'est la constante de gravité. On suppose ici que la saturation donc de l'air plus celle de l'eau, elle vaut 1,
et on suppose que la pression de l'air moins la pression de l'eau, elle est donnée par la pression capillaire. Donc ça, c'est une pression qui est obtenue par l'expérience. Et donc on a donc un système avec en gros deux équations et on a deux inconnus. Ce que nous allons faire, c'est, dans un premier temps, c'est que nous allons négliger la phase R. On va supposer que la phase R elle est connectée continuellement à l'atmosphère et qu'en particulier on n'aura pas de poche d'air. On va supposer non, la viscosité de l'air est 50 fois plus petite que celle de l'eau, ce qui en principe implique que l'équilibre du gradient de pression est plus rapide dans l'air. Ce qui veut dire que le gradient de pression de l'air plus ρ R, ça vaut 0. Ce qui nous permet de réécrire la pression de l'air comme étant la pression atmosphérique P0 moins ρ de l'air fois G. Donc avec ces hypothèses-là, on peut donc réécrire l'équation précédente qui était pour deux phases, R et O, seulement en fonction de l'eau. On va rajouter donc des hypothèses supplémentaires. On va supposer que ρ, la densité de l'eau, est constante. On va supposer que l'eau est incompressible. Et on va supposer que le squelette du milieu poreux est non déformable. Ensuite, en prenant en compte que la densité de l'air est à peu près 820 fois plus grande que celle de l'eau pour une température de 15 degrés, on peut donc réexprimer le gradient de pression de l'eau sur ρg en fonction de la gradient de la pression capillaire sur ρg. Donc, si on définit θ, donc la teneur en eau, définie par phi fois S, si on définit la conductivité hydraulique, grand K de S, si on définit la pression psi comme étant P sur ρg, si on définit S comme étant la pression capillaire vue comme une fonction de P, alors on peut obtenir les équations de Richard, qui s'écrivent du coup comme ceci, qu'on peut réécrire en fonction de la pression de la charge hydraulique, H, qui vaut donc psi plus Z, où H n'est pas à confondre avec la surface libre comme on l'avait vu dans le cours précédent. Et donc on obtient cette équation-là. Et donc cette équation-là, dont l'inconnu c'est H, donc pour qu'elle soit bien définie, il faut donner donc des lois de comportement à la teneur en eau, θ, et il faut donner une loi de comportement à K, qui est donc le tenseur de contrainte, le tenseur hydraulique, la conductivité hydraulique, pardon. Alors, pour ça, donc, il faut encore introduire un certain nombre de définitions. Donc, le K, le petit, ce qu'on appelle le tenseur de perméabilité, et le grand K, la conductivité hydraulique, sont, enfin, en général, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, puisque dans le premier cours, j'ai supposé que c'est un isotrope, on suppose qu'ils sont identiques dans toutes les directions. Ce qui nous permet donc de réécrire ça, le tenseur, comme étant un certain facteur Ks, donc c'est la perméabilité à saturation, de même la conductivité hydraulique KS à saturation. Et du coup, on peut réécrire donc KR psi et grand KR psi. Et donc, c'est sur ces fonctions-là qu'on va donc donner une loi de comportement. Ensuite, au niveau de la teneur en eau, on a une loi, une relation qui nous permet de lier donc la saturation effective SE en fonction de la teneur en eau. TTR, c'est la teneur en eau résiduelle, TTS c'est la teneur en eau à saturation. Et donc globalement, donc, si on a une expression donc, de SE, on aura une expression de θ. Si on a une expression de KR, on aura une expression de K. Et donc si on a une expression de toutes ces quantités-là, donc on aura θ, on aura K, il n'y aura plus qu'à déterminer H comme solution de cette équation parabolique non linéaire. Non linéaire puisqu'on a K de H qui lui généralement et même très fortement non linéaire. Alors, la pression, donc le milieu poreux, pardon. Donc, on avait dit qu'on avait trois zones. On avait donc la zone non saturée. Donc celle-ci, elle va être opérée lorsque la pression est plus petite que psi E. Psi E, c'est la pression d'entrée d'air qui est généralement supposée égale à 0. La nappe phréatique
lorsque psi égale à psi e, et puis la zone saturée lorsque psi est strictement plus grand que psi e. Et ensuite, on a donc la frange capillaire, qui elle va être fonction des lois d'état qu'on va se donner. Et donc les propriétés hydrauliques, du coup, elles seront donc globalement définies par SE de psi, égale à 1 si on est donc saturé, et elle aura une expression qui sera donnée par une loi d'état, sinon. Et pour KR, on a un petit peu le même schéma, donc 1 si on est saturé, et une expression dans le cas échéant. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque KR et S valent 1, donc du coup le θ il est constant, θ est constant, donc ce terme-là disparaît, et celui-là il se transforme en une constante, et on dégénère, enfin l'équation parabolique non linéaire, lorsque le milieu est complètement saturé, devient une équation purement elliptique. Ok, donc l'expression donc c'est SE et puis c'est KR, elles sont données par des tables, des relations qui vont prendre en compte un certain nombre de paramètres physiques en fonction du milieu poreux. Par exemple, celle qui est utilisée souvent, ce sont les relations de Van Genuchten. Les relations de Vachaud aussi sont régulièrement utilisées. Donc c'est celles qui sont les plus simples à mettre en œuvre. Celles-là, elles dépendent de 4 paramètres, A, B, C et D, qui sont des paramètres typiques du milieu granulaire qu'on retrouve sur les tables. Les valeurs se retrouvent dans les tables expérimentales, en fonction des types de milieux. Ensuite, au niveau donc des conditions limites, quand on fait du milieu poreux, on a donc des conditions limites classiques, on va avoir des conditions de flux, donc on va imposer, on va faire rentrer de l'eau dans le milieu poreux, on va avoir des conditions de Dirichlet, on va imposer une pression, par exemple, variable en temps, à un certain nombre de domaines, et puis on a ce qu'on appelle aussi la condition de seepage, donc c'est la condition à 3 points, donc qui permet, donc là on a la nappe phréatique, vous avez donc la zone non saturée et la zone saturée, vous avez le niveau de la hauteur d'eau, et donc cette condition limite là, en gros, c'est un point libre qu'il faut déterminer. Ce point libre, on peut le déterminer par différents types de conditions aux limites, et en particulier, c'est tantôt du Dirichlet, tantôt en fait une condition de Neumann, et donc ça rend extrêmement difficile l'implémentation numérique de ce type de condition qui est donc très réaliste, qui généralement pose énormément de difficultés. Alors pour terminer donc sur cette partie du cours, donc comme je le disais, donc les équations de Richards, lorsque les propriétés hydrauliques deviennent constantes, l'équation de Richards se transforme en une équation elliptique caractérisée par une diffusion rapide. Lorsqu'on est presque en régime non saturé, les propriétés hydrauliques, donc typiquement si on regarde SE, ou celle-ci, ce sont des fonctions qui se comportent comme ça, et donc la valeur dans le milieu non saturé, elles sont quasiment proches de 0. Donc on travaille avec des très très petites valeurs, et ce qui peut induire des difficultés numériques. D'autre part, le passage d'une zone saturée à une zone non saturée, donc on a des fonctions qui sont, pardon, j'ai oublié de dire, c'est des fonctions, les lois hydrauliques, ce sont des fonctions qui sont croissantes. Et dans la zone où la fonction varie fortement, c'est là où on définit donc la frange capillaire, et là on a un gradient qui est donc généralement sévère. Et donc là encore une fois de plus, ça génère énormément de difficultés. Ensuite on a d'autres types de problèmes qui sont liés aussi à cette frange capillaire, c'est le fait que ce front il bouge en temps, et il peut être plus ou moins raide, donc ça génère de la diffusion, on a de la diffusion en fait qui est donc non linéaire. Et tous ces aspects-là, en fait, mis bout à bout, fait que quand on fait du numérique, eh ben, on se retrouve souvent avec des ondes numériques non voulues, non physiques, qui viennent perturber en fait la solution numérique. Et donc c'est extrêmement difficile de résoudre en toute généralité ce type d'équation-là. Et donc l'objectif de la séance qui suit, justement, ça va être de prendre en compte que dans le cas où on a des solutions numériques qui peuvent avoir des discontinuités, comme vous l'avez vu dans le cadre des volumes finis,
ou bien des solutions des solutions qui sont régulières mais avec des fronts qui sont très raides ou avec des diffusions non linéaires, nous allons voir que la méthode donc de type Galerkin discontinu, c'est des méthodes qui s'adaptent parfaitement bien à ce type de problème et permettent de résoudre ce genre ce genre d'équation. Donc, dans ce cours-là, pour terminer, donc dans ce cours-là, ce que nous avons présenté, c'est les équations de Richard. Nous avons donné donc les grandes lignes de la dérivation qui permettent d'obtenir la loi de Darcy, qui est encore un problème ouvert lorsqu'on regarde la dérivation des équations de Richard dans un milieu qui est désordonné. C'est un problème qui est ouvert. Ensuite, on a donné les grandes lignes donc, pour pouvoir obtenir d'un modèle à deux phases pour en déduire une pour pouvoir obtenir les équations de Richard. On a terminé par la fermeture des équations de Richard en listant un certain nombre de propriétés hydrauliques en exhibant leur comportement euh, avec un gradient qui est donc très important. Je vous invite à tracer d'ailleurs avec Python ou avec MATLAB ou autre logiciel ces fonctions-là. Et donc le prochain objectif, justement, prochaine séance, ça va être justement d'introduire donc la méthode de Galerkin discontinu. On le fera dans un premier temps dans le cadre des lois de conservation, donc les équations de type hyperbolique comme pour les équations de Saint-Venant. Et ensuite, lors de la dernière séance de cours, je vous montrerai comment on peut appliquer la méthode Galerkin discontinu aux équations elliptiques. Ensuite, je vous laisserai finir ça par une application sur les méthodes, sur les équations de type convection-diffusion, et en principe, avec le dernier type que vous serez capable de faire vous tout seul, vous serez capable donc de générer un code numérique pour résoudre le couplage entre les équations de Saint-Venant et les équations en milieu poreux. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.